faire parler des policiers de leur propre violence, pour essayer de se mettre dans leur tête, pour essayer de comprendre à quoi on pense lorsqu'on tire au LBD, pour essayer de comprendre à quoi est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on arrive au contact à la fin d'une manifestation, et à quoi est-ce qu'on pense lorsqu'on ne peut pas réfréner le geste de trop. Michael Kor est journaliste à La Croix l'Hebdo. 1 an après le début du mouvement des Gilets jaunes, il a recueilli le témoignage de policiers sur leur rapport à la violence, celle qu'ils subissent, mais aussi celle dont ils font usage. Avec une rare franchise, certains d'entre eux lui ont confié comment ils tentent d'éviter le geste de trop. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la 3e saison de L'Envers du récit. Je m'appelle Michael Kor et je suis journaliste à La Croix l'Hebdo. J'ai d'abord travaillé quelque temps au service politique du quotidien et puis maintenant je travaille pour l'Hebdomadaire, qui est notre magazine du week-end, dans lequel j'écris plutôt sur des articles société, des enquêtes, des formats longs. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit cette grande enquête sur les violences policières. On était juste après les longs mois de mobilisation des Gilets jaunes et la direction avait voulu savoir, la direction de l'Hebdo avait voulu un petit peu essayer de comprendre quel était le sens, quelles étaient les raisons de toutes ces violences. À ce moment-là, quand on me propose ce sujet, il me reste à trouver un angle. Et du coup, moi, la seule chose que je sais, c'est l'article que je veux pas faire. Je veux pas faire un article dans lequel j'oppose la parole de policiers qui disent, comme l'avait dit Christophe Castaner à une époque, il n'y a pas de violence policière. Je voulais pas opposer cette parole à celle d'associations ou de victimes qui disent, si, il y a des violences policières, les policiers commettent des violences, etc. Mais je savais pas exactement quel article je veux faire. Alors du coup, je vais en discuter avec l'ancienne chef du service police-terrorisme du journal, Flore Thomasset, qui à ce moment-là vient d'être nommée numéro 2 du service France. Et je lui demande, mais sur ce sujet, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui n'ont pas encore été écrites ? Et là, elle me parle de Bavure, moi policier, j'ai tué un homme, qui est un docu du journaliste du Monde Moustapha Kessous. Un documentaire assez extraordinaire dans lequel d'anciens policiers évoquent le jour où ils ont tué un homme. J'ai regardé ce documentaire et j'ai trouvé mon angle, faire parler des policiers de leur propre violence. Écrire 12 pages, 20 000 signes, ce qui pour un journaliste, un rédacteur est beaucoup, en ne donnant la parole qu'à des policiers. En ne donnant la parole à aucun syndicaliste, aucun représentant, aucun universitaire, aucun chercheur d'aucune sorte, aucun psy, aucun responsable associatif. Juste des policiers. Alors il y a bien sûr des interviews qui accompagnaient le dossier, mais dans l'enquête principale, juste des policiers. Pour essayer de se mettre dans leur tête, pour essayer de comprendre à quoi on pense lorsqu'on tire au LBD, pour essayer de comprendre à quoi est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on arrive au contact à la fin d'une manifestation, et à quoi est-ce qu'on pense lorsqu'on ne peut pas réfréner le geste de trop. Pendant, je dirais, 3 semaines, 4 semaines, j'ai surtout envoyé des mails, passé des coups de fil, j'ai eu peu de réponses. Les seules réponses que j'avais, c'était des policiers qui acceptaient de me parler de la violence, mais uniquement de celle qu'on leur infligeait, qu'on leur avait infligée. J'ai commencé à prendre des cafés avec certains d'entre eux. Je me suis mis à systématiquement poser la question à tous les policiers que je rencontrais. Quelle est la situation violente que vous avez vécue et qui vous a le plus marqué ? Et là, j'ai commencé à avoir vraiment des récits. Par exemple, ce vieux policier, au moment où j'ai écrit l'article, il était proche de la retraite, qui se souvient, c'était quelques années après le début de sa carrière, il était en planque dans un quartier, et puis des jeunes repèrent la planque. Alors là, les jeunes se pressent à la porte et essayent de rentrer. Alors ils tapent sur la porte, ils crient, ils ont sans doute des sortes de bâtons, des choses avec lesquelles ils tapent sur la porte. À ce moment-là, le policier ne sait pas, est-ce qu'ils font ça pour leur faire peur, est-ce qu'ils sont vraiment menaçants, etc. Toujours est-il qu'il a peur, qu'il sort son arme et qu'il pointe l'arme vers la porte.
La fin de l'histoire, c'est qu'une unité de la brigade anticriminalité est arrivée à temps pour disperser les jeunes. Mais il me dit, en fait, voilà, la seule, dans toute ma carrière où il a vu beaucoup de violence, la seule situation qui le réveille encore la nuit des dizaines d'années après, c'est celle-là, parce qu'il me dit, s'il y a un jeune qui avait ouvert la porte, j'aurais tiré, sans savoir qui allait passer cette porte. Il y a notamment un policier qui m'a écrit un mail à la lecture de l'enquête, me disant qu'il se sentait trahi, parce que j'avais tout axé dans cette enquête sur l'usage de la force. Lui, il ne parle pas de violence policière, il parle d'un usage de la force et il insiste pour dire, voilà, pour expliquer le cadre légal, la légitimité, la proportionnalité, etc. Et en fait, il me critiquait en me disant, tu n'as pas assez parlé des violences que nous on subit et dont je t'ai beaucoup parlé, etc. Ça m'a marqué parce que c'est un policier de la BAC et qu'il avait eu l'honnêteté de me raconter, de me dire ceci, je le cite. Ça m'est déjà arrivé d'écarter un collègue parce qu'il allait en mettre une dans la gueule. Et tu sais, je vais être franc, ça m'est arrivé aussi. Il parle d'une tarte, d'un coup de poing. Il dit, c'est arrivé qu'on ait dû m'écarter. Le collègue qui te dit qu'il a jamais eu le geste de trop, il te ment. Après, j'ai jamais mis de patate dans le visage ou de kick à un mec au sol, mais la tarte, oui, je l'ai mise. En 15 ans de service, ça dépasse pas les 5 ou 6 fois, mais quand même, je l'ai mise. Bon, ce policier, appelons-le Eric. Alors Eric, je lui ai demandé, mais voilà, les contextes dans lesquels tu as eu ces accès de violence, il se passait quoi ? C'était quoi ? Pourquoi ? Pour quelles raisons, etc. Et tout de suite, il s'est mis à évoquer un divorce difficile qu'il avait eu, lors duquel il avait failli perdre sa maison. Ça a duré à peu près 1 an et demi. Il était vraiment, sont ses mots, au taquet financièrement. Et c'est là qu'il m'a dit quelque chose qui a vraiment été un déclic dans cette enquête. Il me dit, dans un moment comme ça, ce qui change tout, c'est d'avoir des collègues qui tiennent bien la route. On le dit souvent qu'on se couvre entre policiers, mais le mec qui a une vraie tête brûlée, ou celui qui est pas bien ce jour-là, on le lui dit. Parce qu'on veut pas qu'il nous amène dans un sale truc, on a tout à perdre, nos familles, nos maisons. Et en fait, à travers les témoignages, le témoignage d'Éric, mais aussi bien d'autres que j'ai eus dans cette tonalité-là, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est la solitude profonde que les policiers peuvent ressentir quand ils sont en intervention. Et là, pour le coup, je suis allé chercher l'aide d'une psychologue clinicienne qui s'appelle Eliane Teyomas et qui a créé en 1996 le service de soutien psychologique opérationnel. Donc c'est la première à avoir créé en fait un service psy dans la police. Pourquoi ? Parce qu'en 1996, il y a eu une vague de suicides, comme il y en a eu une en 2019 d'ailleurs. Et elle m'a parlé beaucoup elle me parle de la souffrance de nombreux policiers, de leurs amis, de leurs collègues, de leur famille. Et pour elle, en fait, cette souffrance, elle est très souvent liée à la confrontation avec la mort. Ça peut être aussi la confrontation simplement hypothétique. Et là, on repense à ce vieux policier qui est à la retraite et qui a failli tuer quelqu'un à travers cette porte. C'est exactement ça. Et la mort, ça peut être leur mort, celle des autres, celle qu'ils doivent annoncer aussi à une famille. Et en fait, cette confrontation, qui est toujours potentiellement traumatique, elle utilise un mot que je trouve extrêmement fort. Elle dit qu'elle a quelque chose d'effractant pour le psychisme. Comme si, en fait, elle venait faire effraction dans le cerveau, dans le psychisme. Une sorte d'intrusion subite et violente. Et elle dit ces émotions, alors que le policier ressent, elles ne doivent pas rester enfouies, il faut absolument leur donner du sens. Et cette question-là, elle est absolument centrale. Et moi, j'en prends conscience lorsque je rencontre Laurent. Alors, on est dans la salle de repos du commissariat de Mulhouse. Le SICOP, qui est le service de communication de la police nationale, alors que ça fait déjà 1 mois et demi que je travaille sur mon enquête, répond à l'un de mes mails et me dit « On vous autorise à passer plusieurs jours dans une unité de la brigade anticriminalité pour voir le quotidien. » Voilà. Ce que j'ai assez peu raconté dans l'enquête. Ça ne veut pas dire que c'était pas important, ça ne veut pas dire que ça n'avait pas de valeur, ça veut dire que simplement que c'était pas mon angle. Mais ça a quand même nourri ma réflexion et ma compréhension du quotidien d'un policier, notamment de la brigade anticriminalité. Et en particulier, ça m'a permis de rencontrer Laurent. Et Laurent, donc, dans cette salle de repos, il me raconte cette histoire. Ce jour-là, il est en patrouille et il reçoit un appel radio. On lui demande de rentrer d'urgence au commissariat. Un cocktail Molotov vient d'être lancé sur sa maison. Sa femme était à l'intérieur. Et la bombe artisanale s'est écrasée contre l'embrasure d'une fenêtre. Donc heureusement, il lui est rien arrivé. Et après ça, Laurent, il me raconte les jours qui suivent l'attaque. La perte de repères, la paranoïa complète dans laquelle il rentre.
Il me dit, je contrôlais tout ce qui bouge. Le soir, il se balade avec son chien, comme tous les soirs, mais ça se transforme en une ronde. À la ceinture, il a son arme de service, une gazeuse, des grenades de désencerclement, celles qui projettent des plots en caoutchouc. Je le cite encore. Je me disais, ils vont revenir à 10, tu sais, à la BAC. La rançon de la gloire, c'est ça, c'est la haine. Ça faisait à peu près 10 jours que j'étais dans cette psychose, et un soir, il devait être minuit. J'entends un truc qui bouge derrière les branches. Je m'approche. Ça se met à courir dans tous les sens, j'en cours je le chope. Je me vois encore le poing levé, prêt à lui exploser la gueule. Heureusement, j'ai vu ses yeux. Il y avait un truc qui clochait, il était vraiment terrorisé, je l'ai lâché. En fait, c'était un jeune qui avait 15 ans et qui cherchait à rentrer avec des copains dans une soirée dans le coin, qui avait strictement rien à voir avec toute cette histoire. Et Laurent me dit, je crois que si je lui avais mis le premier coup, je l'aurais tué. Et en fait, dans les jours à venir, dans les semaines qui suivent, il va pas bien. Alors il tente de me le décrire et il me dit mais j'arrivais à un stade où plus rien me touchait. Comme il n'est pas très à l'aise avec les psys, il en a parlé qu'une seule fois à son officier. Et parce que ça commençait à l'inquiéter, il me disait je m'interrogeais, est-ce que je suis pas en train de devenir un monstre ? Ou plutôt il m'avait dit est-ce que j'étais pas en train de devenir un monstre ? Et à ce moment-là, je lui ai demandé, je demandais à Laurent pourquoi il racontait ça au passé. Et il m'a dit ouais, c'était passager, aujourd'hui ça va mieux. Ce qui m'a aidé, je sais pas trop. J'ai eu un enfant il y a 1 an, ce qui m'a remis un peu de réalité. Ça m'a sans doute, reconnecté. Alors cette scène, c'est la dernière de l'article. Et après ça, j'ai quand même eu envie d'aller plus loin. J'ai envie de pas rester juste sur cette conclusion psychologique. Et du coup, je suis allé un petit peu poser la question du rôle de la hiérarchie. Et j'ai pu m'entretenir avec un commandant de police qui m'a notamment transmis un mail échangé avec un psychologue de la police nationale. C'était au printemps 2019, donc on est vraiment juste après les grosses manifestations de Gilets jaunes. Et ce psychologue, qui du coup est en poste au sein de la police nationale et qui échange avec ce commandant, il dit « Personne n'a compris que toute cette violence qui se déploie aujourd'hui chez certains policiers, chez les policiers les moins structurés, les plus fragiles, les moins autonomes mentalement parlant, c'est le symptôme des dysfonctionnements internes qui irriguent la police depuis des lustres. » Et lui, en fait, son analyse, son diagnostic, c'est d'abord que la parole hiérarchique, la parole au sein du ministère, mais aussi la parole au sein des commandants de police, il la juge, je cite, absente et symboliquement vide de sens, et c'est elle qui entraîne une paralysie générale. Les policiers, écrit-il, attendent de leur chef qu'ils prennent leur patin. En vain, on attend des responsables soit qui disent stop, ça suffit, rentrez dans le rang, soit qui reconnaissent la souffrance existante, la difficulté de faire ce boulot. Alors, il se trouve qu'au moment des Gilets jaunes, on n'a pas entendu beaucoup de prise de parole, en tout cas de la teneur de ce mail, qui est resté évidemment interne, hormis dans notre enquête. Et pourtant, c'est le courage qu'avait eu quand même, je pense qu'il faut le rappeler, le préfet de police Maurice Grimaud en 68. Donc je rappelle pas le contexte, mais en 68, Maurice Grimaud, il avait envoyé une lettre individuelle à tous les policiers. Et il leur disait « Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même, en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. » Voilà, même hors cadre de manifestation, cette phrase, elle garde tout son sens. Une lettre ou un message de la teneur de ce qu'avait envoyé Maurice Grimaud en 68, les policiers que j'ai pu interroger, avec qui je suis encore en contact, ils n'en ont pas reçu. Voilà, que ce soit au moment des Gilets jaunes en 2019 ou que ce soit aujourd'hui, la parole hiérarchique, elle est absente. Pour reprendre les mots de ce psychologue que je citais tout à l'heure, ce psychologue de la police nationale, la parole hiérarchique, elle est vide de sens et absente, lui le disait aussi. Et au regard de toute cette enquête, je pense que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. C'est vraiment ce qui manque cruellement. L'enquête de Michael Kor sur les policiers et leur rapport à la violence est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast.
L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous avez aimé ce podcast ? Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com/abonnement.